Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon week-end. On va faire un petit update au niveau des marchés US. Alors, je me trouve actuellement, comme d'habitude, sur l'indice majeur du S&P 500. Donc là, on se trouve actuellement sur la médiane centrale où effectivement nous avons des mouvements en dessous et au-dessus. Donc c'est une médiane que j'ai tracée manuellement. Donc bien évidemment, c'est pas une médiane extrêmement précise, mais ça donne des idées de fluctuations autour de cette médiane-là. Donc les fluctuations, lorsqu'on s'en écarte, que ce soit vers le haut ou vers le bas, il y a potentiellement des retracements vers ces niveaux-là. Donc là, c'est un petit peu ce qu'on a actuellement. Donc là, de toute manière, à moyen terme, la tendance baissière est toujours baissière, étant donné que nous avons toujours des plus hauts, toujours plus bas, et des plus bas, toujours plus bas. Donc nous sommes toujours en tendance baissière avec des mouvements à très court terme. Donc comme j'expliquais, moi je ne suis pas un trader, je ne trade pas à court terme, hein, je ne fais pas des petits mouvements, je prends des positions de 3 mois à 6 mois, voire plus, dépendamment de comment les choses se passent. Donc dans ces conditions-là, je fais des updates à chaque semaine pour voir s'il n'y a pas de changement de narratif, par exemple. Et puis voilà. Donc là, actuellement, on est en train d'osciller autour de cette médiane-là. Donc oui, il y a des probabilités à ce qu'on monte au-dessus et qu'on fasse qu'on fasse un petit mouvement comme ça. Alors là, actuellement, il y a eu des gens, j'ai vu de l'espoir de la part de de Twitter quand effectivement nous avons des résultats concernant par exemple la création d'emplois. Donc c'est vrai que la création d'emplois reste quand même très solide. Cependant, ce qu'il faut savoir, c'est que la création d'emplois, ça reste quand même un lagueur, c'est-à-dire que c'est un indicateur qui est quand même en retard par rapport à des indicateurs avancés. Donc, généralement, si on regarde par exemple les NFT pendant une période inflationniste dans les années 70, par exemple, on va regarder ça tout de suite. Donc moi, je suis quelqu'un qui aime regarder les chiffres, le data, étudier le passé par rapport à toutes ces données-là. Et on peut voir que justement, vous voyez, dans les années 70, on a de 70 à 80 qui est une période inflationniste, donc avec un taux d'inflation bien évidemment au-dessus de 5%. Et nous avons, vous voyez ici, des NFP. Bon là c'est Total, hein, non-farm, et on avait des résultats souvent positifs, donc toujours de la création d'emplois avant les récessions. Donc oui, la création d'emplois reste solide, mais ce qu'il faut savoir c'est que c'est un lagueur, donc c'est quand même un indicateur souvent en retard. Et donc, du coup, on peut voir que dans le passé, les résultats étaient aussi positifs dans une période inflationniste. Et aussi, qu'est-ce que ça dit, ces résultats-là qu'on a aujourd'hui, vendredi ben, ça dit aussi que la Fed ne va pas forcément être plus accommodante. Ça veut dire qu'elle va rester hawkish, qu'elle va rester à renforcer sa hausse des taux jusqu'à temps de combattre convenablement l'inflation. Alors justement, si maintenant on regarde un petit peu les indicateurs avancés, ce qui est plus, comment dire, plus judicieux dans cette période-là, lui, on peut voir par exemple pour tout ce qui est alors je vais agrandir le tableau, pour ce qui est la moyenne des heures travaillées à la semaine, on peut voir que la croissance est négative. Donc là, le leading indicateur de justement des heures, de la moyenne d'heures travaillées au niveau hebdomadaire dans tout ce qui est manufacturier, on peut voir que c'est négatif depuis plusieurs mois, hein, puisqu'on est tombé dans le négatif depuis quelques temps. Donc vraiment là, on a le leading indicator qui est vraiment au plus bas, vraiment très bas, et nous avons les laggers qui sont encore positifs. Donc par exemple, on peut regarder c'est quoi exactement des leading indicators, on a quoi comme leading indicateur disponible. Alors je vais donner des petits exemples. Donc l'un des premiers, c'est bien évidemment les marchés financiers, hein. Donc ça fait partie d'un des premiers. Vous avez aussi la courbe des taux. Donc par exemple, quand vous prenez la courbe des taux 10 ans, 2 ans, donc quand on a pardon, pas 20 ans, 2 ans, quand on a l'inversion de la courbe des taux aussi, c'est un indicateur avancé. Bon, bien évidemment, la courbe des taux, c'est pas parce qu'on a la courbe des taux que la récession elle va arriver spontanément. Bien sûr que non, ça prend du temps à se former. Ça prend même, je pense, ça va jusqu'à 12 mois, mais ça donne un petit signalement. Donc on a ça par exemple. On a aussi les sondages des consommateurs. On a par exemple, on a effectivement
les heures travaillées, comme j'expliquais tout à l'heure, hein, par exemple dans le secteur manufacturier, ça aussi, ça peut être un leading indicator. On peut avoir aussi, par exemple, le PMI, donc ça, j'en avais parlé dans ma vidéo précédente, hein, au niveau du PMI, qu'on est toujours en ralentissement de la croissance du PMI, qu'on s'approche, on était aux alentours de 52, mais que le PMI, les nouveaux ordres, eux, lui, étaient vraiment en contraction, étaient négatifs. Donc on a ça, par exemple. Ensuite, donc on a le jobless claims, donc tout ce qui est bien évidemment le taux de, comment dire, de chômage, hein, en quelque sorte, donc ceux qui n'ont pas de travail. Alors ça, justement, on va regarder ça, c'est très intéressant. Donc c'est ça que je voulais montrer, c'est le jobless claims, donc au niveau des États-Unis, et ça c'est la moyenne sur 3 mois. Donc lorsque la moyenne sur 3 mois passe au-dessus de la ligne rouge, bien évidemment on détermine une hausse justement des jobless claims. Donc là on a une moyenne sur 3 mois, donc c'est le changement sur 3 mois, puisque tout ce qui est important dans l'économie, quand on étudie le data, c'est vraiment le pourcentage de changement. Donc le taux de croissance, le taux d'accélération, de décélération ou autre, de ralentissement ou autre. Et là, on voit qu'on a vraiment une accélération qui se trouve justement au-dessus de la ligne rouge, qui est un petit peu la ligne de warning, et on se trouve au-dessus de cette ligne rouge ici. Donc là, on a vraiment un pop à ce niveau-là. Donc ça aussi, c'est un leading indicator, et le leading indicator démontre qu'il y a, vous voyez, une augmentation du taux de non-emploi, donc du taux de chômage par exemple. Donc voilà, donc ça c'est une petite parenthèse. Alors quand je parle des sondages des consommateurs, c'est de la confiance des consommateurs. Donc par exemple, le sondage le plus connu, c'est le sondage de l'Université du Michigan. Donc ça, je vais juste vous montrer quelques affaires. Je peux aller voir la courbe des taux et aussi le sondage de la confiance des consommateurs. Donc ça, je vais aller mettre ça, je vais enlever ça. Donc par exemple, si vous tapez University of Michigan, par exemple dans la recherche, vous allez avoir, hop, excusez-moi, c'est un petit peu long, quand vous cliquez dessus, donc ça c'est vraiment le sondage de l'Université du Michigan, on est toujours dans les plus bas, un peu comme en 2008, juin 2008, on était vraiment dans les plus bas. Donc là, c'est sûr que la confiance des consommateurs a été perdue avec l'inflation, hein, puisque même s'ils ont encore de l'argent pour consommer, ils consomment sur crédit, donc il y a un prix à cette consommation-là. Le taux de crédit a augmenté, le niveau d'utilisation des cartes de crédit a augmenté. Donc, ils continuent de consommer, cependant, ils consomment beaucoup sur crédit. Donc ça, c'était un petit point que je voulais avancer. Sinon, on peut voir aussi, donc si vous voulez regarder l'inversion de la courbe des taux 10 ans, 2 ans, ça vient de encore, ça fait 2 fois dans l'année, ça vient encore de se retourner. Donc ça peut se retourner plusieurs fois, hein, c'est pas, oups, excusez-moi, US 0,2, donc je fais la différence entre les deux. Donc ça peut se retourner plusieurs fois, mais ça reste un leading indicator aussi. Je vais juste mettre ça normal, régulier. Donc vous voyez, on est encore dans l'inversion, donc on est encore sur un taux, vous voyez une différence négative. Donc la dernière fois c'était au mois de mars-avril, là on l'a deuxième fois, donc ça peut effectivement rester dans cette zone-là pendant quelques temps, mais c'est un indicateur, généralement ça a prévu beaucoup de récessions précédentes, notamment celle en 2000, notamment celle en 2007, notamment celle en 2019 aussi. Donc là, un seul catalyseur pourrait engendrer effectivement la récession. Vous voyez, même en 90. Donc voilà, donc des fois ça se retourne. Vous voyez ici, on peut noter aussi les fois où on est allé dans le négatif et ça, on n'a pas eu de récession tout de suite. En 98 par exemple, ça a continué. On a continué, on n'a pas eu forcément de récession. Donc voilà, donc, mais là on peut regarder au niveau par exemple du leading indicator, mais de façon aggregate, c'est-à-dire que c'est un agrégat. On peut voir qu'on a un début, vous voyez ici, donc la courbe en bleu, vous avez le leading indicator. On peut voir qu'on a un début ici, vous voyez, de retournement, et donc ça démontre qu'il y a effectivement un ralentissement dans l'économie. Donc là, vous voyez, ici, on l'a eu aussi.
avant 2020. Hein. Et là aussi, donc ça prend du temps hein, parce que c'est des données économiques, donc ça prend du temps. Mais là, on voit aussi qu'il y a un retournement qui se propage. Donc comme je disais, ce mois-ci, on va avoir les résultats aussi des financiers des entreprises. Donc il y a des probabilités, comme j'avais montré dans mon graphique précédent, qu'on soit dans les pics des earnings, donc qu'il y ait une révision à la baisse au niveau des résultats financiers des entreprises. Alors ça, on va voir, hein, mais si ce n'est pas le cas, ça pourrait être effectivement un catalyseur pour remonter, puisque ça démontrerait que le marché est quand même assez résilient. Mais si on a des révisions à la baisse, ça va impacter bien évidemment encore plus les marchés financiers. Donc là, on voit que le leading indicateur est en train de se renverser. Donc on peut aller voir le taux de changement justement au niveau des indicateurs leaders. Donc par exemple, je vais aller voir le leading indicateur économique. Donc ça, c'est un agrégat. C'est le pourcentage annuel de changement. Donc c'est ce que je disais, le plus important, c'est le pourcentage de changement. Donc là, on a, bon, on va rester sur celui-là par exemple. Vous voyez, on est sur la pente descendante. Donc on a un ralentissement de la croissance. Il y a toujours de la croissance, bien évidemment, mais c'est juste qu'on a un ralentissement de la croissance. Donc, lorsqu'on a un ralentissement de la croissance, donc là, on a les données juste mises à jour au mois de mai, mais quand il y a un ralentissement de la croissance et qu'en plus de ça, nous avons la politique monétaire restrictive, c'est-à-dire qu'on a le quantitative tightening, alors n'hésitez pas à aller regarder ma vidéo si vous avez besoin de plus de renseignements à ce sujet, et qu'en plus de ça, nous avons le leading indicator qui commence un petit peu à se retourner, la politique monétaire qui est restrictive et nous avons le ralentissement sur le leading indicator. Donc tout ça en fait c'est moins favorable à tout ce qui est les actifs plus risqués puisque nous sommes vraiment dans un ralentissement global de l'économie. Donc c'est des éléments à prendre en compte. Généralement les performances sont moins intéressantes lorsque nous sommes dans le ralentissement justement de la croissance économique. Les performances au niveau des marchés financiers sont moins intéressantes. Donc oui, par exemple, vous voyez ici, lorsque nous avons eu en 2018, en 2017-2018, on va voir à peu près ici, voilà, on avait eu la baisse de fin d'année, donc après on a eu quand même un autre pop durant 2019 et un ralentissement au cours de 2019 aussi. Donc là, ce qui s'était passé, c'est qu'aussi on avait la politique qui était moins restrictive, c'est-à-dire qu'on avait enlevé le QT, ce qui avait encouragé un petit peu la croissance, le dernier pop. Et voilà. Donc là, quand on approche la ligne de zéro, il y a plus de risques encore de récession. On est dans la direction, c'est-à-dire plus on s'en approche, plus il y a des risques. Donc là, c'est mise à jour au mois de mai, donc j'imagine que ça va être encore plus bas au mois de juin. Donc on se rapproche de plus en plus. D'ailleurs, si on va voir ce graphique qui est très intéressant aussi. Donc justement, c'est un peu un agrégat où vous avez la consommation réelle personnelle, vous avez les revenus réels, vous avez la création d'emplois et vous avez la production industrielle. Donc la majorité sont en tendance quand même relativement baissière, hein, d'autres depuis un an, d'autres depuis quelques mois, sauf la production industrielle. Donc on n'a pas forcément tous les éléments, mais on a quand même beaucoup d'éléments qui font en sorte justement qu'on est en ralentissement de la croissance économique, puisque ces données-là vont de plus en plus bas. Donc il faudrait qu'une de ces données-là qui tombe dans le négatif pour que vraiment on soit actuellement en train de pricer une récession. Donc là, c'est vrai que l'emploi est encore assez solide, mais tant que l'emploi est encore solide, ça veut dire que la Fed va rester restrictive, et donc être restrictive dans une croissance économique en ralentissement, c'est pas forcément la meilleure chose pour une accélération de croissance. Donc voilà, donc ça c'était mon petit point de vue. Sinon, on regarde une petite dernière chose d'un point de vue technique au niveau du VIX. On peut regarder, on est toujours dans la zone de compression. Elle n'a pas changé. Donc, si je fais au niveau du daily, par exemple, la zone de compression, hop, voilà. Donc là, voilà. Attendez, je vais juste faire ça comme ça. Voilà. Donc là, on a toujours des plus bas, toujours plus haut sur le VIX. On a une zone de compression qui commence de plus en plus à se former. Alors,
là actuellement, on n'a pas réussi encore à faire un nouveau plus bas. Hein, on est en train de stopper ici. Alors je dis pas que ça peut pas arriver non plus, mais pour l'instant, on a une structure qui donne une zone de compression ici. Et donc pour l'instant, c'est vrai que chaque support ici était des rebonds du VIX, donc des rechutes au niveau du S&P 500. Donc ça se peut que le S&P 500 va continuer puis qu'on aille retester ici vers les 23-24. Donc si par exemple, comme je dis, hein, on peut osciller, ça peut varier autour de la médiane en structure, hein, comme je disais ici, là, hop. Ici, on a toujours la médiane et donc ça peut bien évidemment osciller autour. Au niveau du Bitcoin, mon avis n'a pas forcément changé. Alors, bien évidemment, moi, je ne suis pas contre en acheter et puis faire le système DCA. Hein, c'est quelque chose que je fais aussi. Donc là, si on voit ici, donc quand on entend par DCA, c'est structurer et faire plusieurs entrées. Tant que le risque est calculé, ça, pour moi, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Cependant, étant donné qu'on est toujours dans un risque au niveau, comment dire, du ralentissement de la croissance économique, les actifs de risque sont toujours plus risqués. Donc voilà, donc ça n'empêche pas de faire le DCA pour ceux qui veulent le faire, de faire des entrées partielles. Tant que le risque est bien évidemment calculé à ce niveau-là. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc je vous souhaite une bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine.